Nous avons le privilège de nous trouver dans un endroit absolument unique au monde, un haut lieu de la parfumerie, plus particulièrement de son histoire, qui s'est fixé pour objectif de garder une trace indélébile de ce qui par essence est évanescent. Anne-Cécile Pouhan, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice déléguée de l'Osmothèque. Absolument. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ce lieu, cette institution à part, comme je le disais, et plus précisément sa vocation ? Alors, l'Osmothèque, c'est un conservatoire un peu particulier, puisque c'est un conservatoire de parfums. Il en existe un seul au monde, il est ici, à Versailles, donc sur le campus de l'ISIPCA, qui nous héberge. L'ISIPCA étant une école d'excellence qui forme, entre autres, les parfumeurs. Donc, nous sommes une bibliothèque olfactive de parfums et cette bibliothèque qui comporte aujourd'hui près de 5000 parfums, quelques milliers de matières premières, de bases rares, sont en fait autant de témoignages de l'évolution et de l'histoire olfactive de cet art si particulier et si singulier qu'est la parfumerie. Qui a eu l'idée de créer l'Osmothèque ? Alors, l'Osmothèque, c'est un outil qui a été créé par des parfumeurs et à l'époque, il y a 30 ans, avant tout pour des parfumeurs. Ce sont des professionnels qui, au sein d'une association professionnelle qui s'appelle la Société française des parfumeurs, ont ressenti à l'occasion de classifications qu'ils faisaient pour le compte du monde de la parfumerie, la nécessité de se remettre sous le nez, si j'ose dire, des parfums anciens, disparus, qui avaient fait les grandes heures de la parfumerie française ou les grands accords et qui avaient donné lieu à toute une descendance ensuite de parfums. Et ces parfums, pour certains, n'étaient plus en activité, avaient disparu, les maisons avaient périclité, changé de main. Et pour pouvoir parler de parfums, il faut les sentir. La mémoire olfactive ne suffit pas, chacun a la sienne, et donc leur idée c'était de pouvoir créer finalement un outil, une banque de données, une bibliothèque qui soit un référentiel pour eux, pour leurs échanges, et surtout qui permettait de revenir à l'origine de certains grands accords qui avaient finalement fondé ce qui va devenir la parfumerie qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'Osmothèque aujourd'hui, c'est cette bibliothèque exceptionnelle, unique en son genre, de 5000 parfums, qui nous permettent de retracer la grande et les petites histoires de la parfumerie internationale. Alors comment vous vous y prenez justement pour ressusciter ces fragrances-là ? Comment ça se passe avec les parfumeurs justement ? Ils vous confient une formule ? Comment vous procédez ? Alors c'est un sujet complexe de retrouver la trace de parfums anciens. Dans certains cas, effectivement, il existe des formules. Quand on remonte dans le temps, on n'a pas forcément des formules au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc il y a un travail qu'on va qualifier un peu d'archéologie de la parfumerie, donc qui s'appuie sur le travail des parfumeurs, sur leur expertise, mais aussi sur des historiens, des sociologues, des anthropologues qui ont travaillé sur le sujet de l'odorat et le sujet de la parfumerie, qui apportent des informations intéressantes. On a aussi les écrits anciens dans lesquels on trouve des traces et des témoignages sur la parfumerie. Je pense par exemple à Pline l'Ancien qui a beaucoup écrit sur le sujet des parfums à l'époque des Romains et qui nous a permis de refaire un parfum qui est le plus ancien qu'on trouve dans nos collections, qui s'appelle le parfum royal. Et ce sont des écrits que l'on trouve dans la littérature qui évoquent la recette, plus que la formule, de ce parfum du 1er siècle. 1er siècle après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ ? Après Jésus-Christ. D'accord, donc on est quand même grosso modo autour de 2000 ans d'existence. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que, parce qu'on peut se poser la question, quel est l'intérêt de préserver tous ces parfums ? Ça a un intérêt pour la profession, évidemment, puisque c'est une façon de retracer l'évolution, l'histoire de ces métiers déjà, et de leur production, donc de ces créations que sont les parfums. C'est un patrimoine culturel pour le grand public que nous sommes, pour les Français notamment, qui ont beaucoup excellé dans l'art de la parfumerie et qui sont à l'origine encore aujourd'hui on va dire de beaucoup de marques et de créations qui comptent dans l'univers du parfum. Et c'est aussi finalement un certain patrimoine de l'humanité parce que quand on étudie cette histoire de la parfumerie, depuis très longtemps, les hommes ont eu des relations singulières, particulières avec les parfums, que ce soit dans un premier temps comme média pour discuter avec les dieux. Perfumum, par la fumée, c'était un média, une façon de se rapprocher et de communiquer avec les dieux, que ce soit ensuite pour tenter de leur ressembler en s'appropriant ces usages, que ce soit à l'époque où le parfum était un bouclier anti-miasme, que ce soit à l'époque où le parfum était considéré comme un médicament.
ou que ce soit l'arme de séduction massive que c'est devenu par la suite. Donc le parfum est intimement lié à la vie des hommes, et donc d'une certaine façon, ici on préserve des parfums certes, mais on préserve aussi des tranches de vie, des tendances et des émotions, puisque finalement le parfum, ce n'est quoi si ce n'est que l'émotion que ça vous évoque. Et donc ici, on a des gens qui viennent retrouver le parfum de leur mère, de leur grand-mère, de leur premier amour. Et à ce titre-là, ça donne une dimension tout à fait fascinante à la préservation de ce patrimoine. Bien sûr. Donc je le répète, c'est vraiment l'Osmothèque ici, l'Osmothèque de Versailles est une institution unique au monde. L'Osmothèque est une institution absolument unique au monde. Il n'y a qu'un conservatoire de parfums. Il est ici à Versailles. Il existe depuis 30 ans et il est une référence incontournable dans la préservation du volet olfactif de la préservation du patrimoine. Nous avons 3 missions ici. La préservation, donc c'est la collection qui se trouve dans les caves de l'Osmothèque. La transmission, c'est en fait partager cette connaissance, partager ces trésors avec les professionnels, le grand public, les étudiants. Et ça, on le fait au niveau international. Donc le monde entier vient sentir des parfums disparus ici, puisque c'est le seul endroit au monde où on peut les sentir dans leur version d'origine. Anne-Cécile, merci encore 1000 fois. Il est temps pour nous d'aller vers celles et ceux qui, comme vous, font vivre l'Osmothèque. D'ailleurs, je crois que l'Osmothèque est plutôt une association. Si je Absolument. L'Osmothèque est une association à but non lucratif. Elle fonctionne avec des bénévoles et ce sont ces bénévoles, parfumeurs, historiens, experts en tout cas de l'histoire et de l'art de la parfumerie qui la font vivre au quotidien et que vous allez rencontrer. Mais il est temps de le faire. Merci encore. Merci à vous. Bruno Hervé nous a fait le plaisir de se joindre à nous. Bruno, bonjour. Bonjour Olivier. Alors vous êtes osmothécaire à l'Osmothèque. Je crois que vous vouliez aborder avec nous plusieurs thèmes, évidemment, plusieurs questions. Mais on va commencer par quelques curiosités, justement, qu'on peut trouver ici à l'Osmothèque. Oui Olivier, cette année quand on m'a dit que le thème retenu était les curiosités de l'Osmothèque, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est évidemment nous, les osmothécaires. C'est vrai que c'est pas fréquent de pouvoir rencontrer des parfumeurs, et encore moins de voir des passionnés comme ça presque d'années pour reconstituer une formule disparue, quelque chose de rare. Et puis on m'a précisé, non, c'est curiosité, mais dans le sens cabinet de curiosité. Ça nous exclut évidemment, on n'est pas dans des vitrines. Mais ça fait encore beaucoup de choses évidemment. Et on m'a précisé, oui, mais tu n'as que 10 minutes. Alors en 10 minutes, ça resserre le champ des possibles, bien sûr. Alors je crois que parmi les curiosités qu'on peut trouver ici, enfin, je dis curiosité, mais on pourrait plus précisément parler de trésors, il y en a un qui a trait, et c'est un petit peu paradoxal, vous vouliez parler d'eau de Cologne, oui, semble-t-il. Oui. Là, je vois venir, oui. Vous dites, je vous vends du rêve et c'est une escroquerie. Là, une eau de Cologne, on connaît tous le produit, bien sûr. C'est une bergamote, de l'orange, du citron, de la fleur d'oranger, un peu de romarin, enfin bon, le parfum dont nos grand-mères nous frictionnaient quand on sortait du bain, qu'on était enfant, bien sûr. Mais là, vous allez comprendre, quand je parlais de destinateur de cette eau de Cologne, où est le trésor? C'était l'eau de Cologne de Napoléon à Sainte-Hélène. D'accord. Il faut savoir que Napoléon utilisait énormément d'eau de Cologne. On dit qu'il utilisait à peu près 60 litres d'eau de Cologne par mois. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, l'eau de Cologne, ça servait de parfum, mais surtout de médicaments. Voilà. Donc, il utilisait beaucoup d'eau de Cologne, c'est un fait avéré, mais quand il a été envoyé à Sainte-Hélène, les Anglais ne lui ont plus donné d'eau de Cologne. Et donc, son second valet, M. Saint-Denis, dit le Mamelouk Ali, lui a refait un produit similaire avec ce qu'il trouvait sur place, sur l'île, et avec ce que les bateaux apportaient, tout simplement. Et c'est un fait avéré. On sait que ce parfum existe, mais on n'avait pas la formule et on n'a jamais pu le sentir, bien sûr. Alors justement, la question intervient. Vous possédez cette fameuse eau de Cologne. Comment vous êtes parvenu à reproduire la formule si justement elle avait disparu? Alors, c'est quelque chose d'assez surprenant et un chemin un peu bizarre, mais c'est aussi l'Osmothèque. C'est un jour, M. Kerléo était parfumeur chez Patou. C'est un des membres fondateurs de l'Osmothèque et c'était aussi notre premier président. Donc M. Kerléo faisait une animation, faisait une conférence à Versailles. Et à la fin de la conférence, il y a une personne qui vient vers lui, et cette personne, c'était Maître Damien, qui était le maire de Versailles. Et Maître Damien était un collectionneur de tout ce qui avait trait à Napoléon. Et dans une vente, il avait acquis des meubles ayant appartenu à M. Saint-Denis. Et dans ce meuble, il a trouvé une feuille de papier dans un meuble. Et cette feuille de papier, c'était une liste, un peu comme une liste de courses, avec des produits d'un côté, des chiffres de l'autre. Et il cherchait partout à savoir ce que ça pouvait être quand même. Et on lui a dit, c'était sans doute un parfum. Donc il a été voir M. Kerléo, il a pris cette feuille,
Je lui dis, je ne sais pas ce que c'est. Donc, si c'est un parfum, très bien, vous en aurez l'usage. Et puis si c'est autre chose, tant pis, on ne saura peut-être jamais ce que c'est, mais tant pis. Donc M. Kerléo regarde la feuille et il voit un produit s'appelait de l'essence de Portugal. Alors, l'essence de Portugal, un osmothécaire, ça parle, mais on ne sait pas ce que c'est. L'essence de Portugal, c'est tout simplement de l'orange. Alors pourquoi on appelait ça essence de Portugal? C'est parce que le Brésil était le plus premier producteur d'orange. À cette époque-là, le Brésil était portugais. Bien sûr. Dans la formule, il va y avoir de la bergamote. Il voit de l'esprit de vin aussi. L'esprit de vin, c'est quoi? C'est l'alcool, puisqu'à l'époque, l'alcool est obtenu à partir de vin. Donc on a reposé cette formule. C'était effectivement bien un parfum, et surtout, c'était l'eau de Cologne que portait Napoléon à Sainte-Hélène. Et, petite anecdote, c'est le seul parfum qui est vendu à l'osmothèque. J'imagine donc que c'est parce que Maître Damien a, d'une certaine manière, fait don de cette formule Exactement. À l'osmothèque. Ouais. D'accord, très bien. Alors je crois aussi que, encore une fois, parmi toutes les richesses qu'on peut trouver ici, il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur, que les gens connaissent évidemment, mais dont ils ne connaissent pas toutes les subtilités d'emploi, c'est l'iris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'iris? Oui, oui. Alors, l'iris, oui, un autre trésor, effectivement, une autre curiosité à l'osmothèque. L'iris, tout le monde connaît la fleur, évidemment, cette fleur bleue, emblème de la couronne de France. Mais nous, ce qui nous intéresse en parfumerie, c'est pas la fleur, c'est ce qu'il y a sous la terre, la racine, le rhizome. D'ailleurs, on en a ici quelques-uns, rhizomes. D'accord. Et c'est une fleur qui est très intéressante, matière première très intéressante, parce que c'est une des matières premières les plus chères en parfumerie. Les meilleures qualités peuvent atteindre des prix de 100 000 €. Ça paraît énorme, dit comme ça. Mais quand je vous aurai expliqué comment on obtient ce beurre d'iris, je pense que vous comprendrez mieux. Il y a plusieurs étapes. La première, bien sûr, c'est planter la fleur. On plante des iris, il faut déjà attendre 3 ans que le rhizome soit suffisamment gros. Donc on attend 3 ans, et au bout de 3 ans, on arrache la fleur. Donc il faut savoir qu'une fois qu'elle est arrachée, ça ne donne plus de rhizome, il faut replanter une fleur, attendre 3 ans, ce qui donne un rendement assez déplorable. Par comparaison, par exemple, une rose, ça donne des fleurs tous les ans, donc on peut avoir une récolte de roses tous les ans. Bien sûr. L'iris, il faut attendre 3 ans. Mais ce n'est pas fini à ce moment-là, parce que ce rhizome qu'on a retiré de la terre, il ne sent rien. Il faut attendre 3 années de plus qu'il sèche, qu'il perde son eau, et qu'il soit enfin odorant, qu'on ait ces notes fleuries, ces notes de violette, ces notes boisées, de foin, ces notes subtiles poudrées qu'on peut trouver à l'iris. Voilà. Donc au bout de 3 ans, donc c'était 3 ans et 3 ans, 6 ans, ce rhizome est réduit en poudre, il est distillé, ça donne du beurre d'iris. Raffinement supplémentaire, on peut laver ce beurre d'iris à l'alcool et on a de l'absolu d'iris. L'absolu d'iris, plus de 100 000 euros le kilo. Voilà. C'est le prix de la patience, d'une certaine manière. Le prix de la patience, on peut voir ça comme ça. Donc, il y a quelques grands parfums avec de l'iris dedans, bien sûr. On peut citer l'Heure Bleue ou Après l'Ondée de Guerlain, le numéro 19 de Chanel, 1970, ou alors Iris Gris de Jacques Fath, parfum créé par Vincent Roubert, un parfum dans lequel il y a une overdose d'iris. Une overdose, c'est quand on met trop d'une matière première volontairement. Là, c'est un parfum hors de prix, bien sûr. Et plus récemment, je peux parler du Cri de la Lumière, lancé par Parfum d'Empire en 2015, je crois, de mémoire. Alors, l'iris est, d'après ce qu'on comprend, extrêmement cher. Et il y a une autre matière première que vous utilisez également, et qui se trouve également à l'osmothèque, et qui est aussi, alors je ne sais pas si elle est nécessairement très chère, mais en tout cas elle est très rare, c'est le musc, si je ne m'abuse. Oui. Alors, pour le musc, on ne parle plus de prix puisque c'est interdit. Il faut savoir qu'une des difficultés que nous avons à l'osmothèque, c'est de retrouver certaines matières premières. Certaines sont difficiles à obtenir parce qu'elles sont très chères, comme l'iris qu'on vient de voir, ou d'autres sont interdites. Elles sont interdites soit pour des problèmes de santé, tout simplement, comme le bouleau qui a des notes de goudron, de bois brûlé, de cuir. Alors, le musc, lui, est interdit pour des problèmes de préservation d'espèces, tout simplement. Parce que ce musc, qu'on appelle musc tonquin en parfumerie, ce musc est issu d'un animal, d'une glande d'un animal, une glande abdominale du chevrotin porte-musc. C'est un petit animal tout mignon, courte, qui vit dans l'Himalaya à 2000 mètres d'altitude. Et pour prélever cette poche, cette glande, il fallait tuer l'animal, tout simplement. C'est une matière première qui était très prisée dans la pharmacopée chinoise pour des pouvoirs aphrodisiaques et curatifs, et en parfumerie bien sûr,
puisqu'il était utilisé dans les notes de fond. Ça donne une note chaude, ça sert de fixateur aussi, ça rajoute de la puissance au parfum. Donc aujourd'hui, le musc est interdit, il l'est depuis très très longtemps d'ailleurs. Comment fait-on pour l'employer tout simplement? On a encore des réserves par exemple? On vit justement sur des réserves, c'est le terme approprié, sur des dons qu'on a eu, une maison de composition qui ne peuvent plus l'utiliser, des particuliers parfois, descendants de familles de parfumeurs avec quelques stocks. Donc on fait durer notre musc. Et c'est la plus grosse difficulté de l'osmothèque. Toutes ces matières premières-là qui un jour auront disparu sans doute. Très bien, alors je crois que le musc aujourd'hui peut être synthétisé d'une certaine manière, si je ne m'abuse, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors on fait des muscs qu'on appelle les muscs de synthèse, qui ne sont pas tout à fait comme le musc, mais qui ont des facettes un peu différentes, par des facettes fleuries, des facettes poudrées, des facettes fruitées animales, ce qu'on appelle les muscs blancs, beaucoup utilisés dans les lessives, entre autres. Mais oui, on a toujours une solution à un problème, bien sûr. Quelque part, ces différentes synthèses enrichissent la palette des possibles, si je comprends bien. Bien sûr, ce qu'on a retiré d'un côté, on nous l'amène de l'autre, avec une multitude de muscles, bien sûr. Très bien. Eh bien, écoutez, Bruno, merci infiniment pour cette intervention. Merci à vous, Olivier. Et puis, bonne continuation sur les routes des fragrances. On y retourne. Merci. Il est maintenant temps pour nous de passer dans les coulisses de l'osmothèque, plus précisément dans un endroit qu'on surnomme la cave. La cave est l'endroit où l'on conserve tous les parfums dans des conditions évidemment de conservation qui sont absolument optimales. La cave de l'osmothèque est semblable à une cave à vin d'une certaine manière. Alors pour m'accompagner dans cette exploration, je suis en compagnie d'Isabelle Chazot. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors Isabelle, vous êtes administratrice de l'osmothèque et vous assurez la coordination, le lien avec les chercheurs. Tout à fait. Alors nous sommes tous les deux ici pour parler de confection justement. Alors une question toute simple pour commencer, comment refait-on un parfum ? Alors, on refait, c'est une question simple en apparence, mais un peu compliquée. On refait un parfum à partir d'une formule originale. Et pour la plupart des parfums, c'est très simple. Quand on a la formule, quand elle a été déposée, confiée à l'osmothèque, on peut refaire le parfum à partir des ingrédients. Et tous les ingrédients sont marqués sur une formule au gramme près. C'est très précis. Mais d'abord, on n'a pas toujours la formule. Et ensuite, quand on a la formule, parfois ça se complique un peu parce qu'on n'a pas tous les ingrédients de la formule. Plus on remonte dans le temps, plus c'est difficile d'avoir accès à tous les ingrédients dont certains ont disparu. Par ailleurs, plus vous remontez dans le temps, plus c'est difficile d'avoir accès à ce qu'étaient les parfums d'autrefois. Et là, ce ne sont plus des formules. Les formules n'ont commencé à exister qu'à partir de la fin du 19e siècle. Avant, en fait, vous aviez des livres de parfumerie qui étaient des recettes, qui donnaient des recettes. Et ce sont ces recettes que vous refaites, qu'on peut refaire à l'osmothèque. On peut aussi remonter encore plus loin et aller retrouver des parfums de l'Antiquité. Et c'est ce qu'on a fait pour le parfum royal qui a été refait à l'osmothèque. C'est un parfum qui était destiné aux Romains, au roi des Parthes exactement. C'est un parfum du 1er siècle après Jésus-Christ. Et on a retrouvé sa recette dans le livre intitulé L'histoire naturelle de Pline l'Ancien, qui donne exactement la liste des ingrédients. Mais pour vous expliquer la difficulté, vous avez les ingrédients, mais vous n'avez pas les quantités. Donc il faut une interprétation de cette recette. Il faut savoir identifier tous les ingrédients. Et ensuite, Jean Kerléo, le fondateur de l'osmothèque, a refait ce parfum et il a mis 1 an à faire des essais. Mais je dois souligner que c'est un cas particulier parce que justement à l'osmothèque, le but est de refaire les parfums au plus près de la formule originale. Donc quand il s'agit d'une interprétation, et c'est le cas pour le parfum royal, c'est une exception à l'intérieur de la collection que vous avez ici des parfums de l'osmothèque. Très bien, donc justement, si c'est un cas très particulier. De manière générale, quelles sont les difficultés que l'on rencontre quand on essaye de refaire un parfum, justement ? Alors, les difficultés sont nombreuses. Parce que vous devez identifier les ingrédients, vous devez refaire le parfum, mais parfois ça paraît simple d'identifier un ingrédient. Vous avez, par exemple, c'est indiqué dans la formule rose. Mais rose, est-ce que c'est une huile essentielle ? Est-ce que c'est une absolue ? Est-ce que c'est une rose de mai ? Est-ce que c'est une rose turque ?
ça va être difficile pour le parfumeur de savoir exactement quelle est cette rose notée par le parfumeur dans la formule il y a longtemps, mais et lui avait une idée très précise dans la tête, mais qu'on ne connaît plus. Donc il faut aussi une connaissance de l'histoire de la parfumerie pour être capable de refaire ces parfums. Et puis il y a un certain nombre de matières premières qu'on ne peut plus utiliser. C'est compliqué. Par exemple, aussi pour le parfum royal, par exemple, il y avait le mot aspalatos. Aspalatos, Jean Carléo ne savait pas ce que c'était. Il a finalement fait des recherches et il a découvert que c'était le genêt. Et il a mis du genêt dans ce parfum royal. Alors, j'ai une autre question. Comment fait-on pour refaire un parfum quand on ne dispose pas de la formule ? Alors, quand on ne dispose pas de la formule, ce qu'on fait, c'est qu'on fait appel aux maisons de composition qui ont créé ces parfums. Et la plupart d'entre elles acceptent de refaire des parfums. Alors, elles aussi ont ce genre de contraintes. Elles ont besoin de parfums, de matières premières dont certaines ont disparu. Donc, parfois, elles font même appel à l'osmothèque qui va leur donner certaines matières premières disparues pour pouvoir recréer ces parfums. Je vous donne aussi l'exemple, par exemple, des matières premières synthétiques. Il y en a un certain nombre qui ne sont plus utilisées. Et nous avons établi un partenariat avec l'Institut Lavoisier de l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines pour que cet institut refasse les matières premières synthétiques afin qu'on puisse les mettre dans les parfums. Très bien. À quel moment, puisque j'imagine que la question doit être soulevée au bout d'un moment, à quel moment la réglementation intervient-elle par rapport à ces questions-là, justement ? Alors, la réglementation est très stricte sur les parfums. Elle existe depuis les années 1970 à peu près, en particulier avec l'IFRA, l'International Fragrance Association, qui établit des règles très strictes dans l'utilisation des matières premières. Pour ces matières premières, elle a établi des restrictions, dans certains cas, ou bien des interdictions. Mais ça touche à la fois les matières premières naturelles et les matières premières synthétiques. Et bien sûr, les matières premières animales également. Par exemple, en matière première naturelle, la bergamote ne peut pas être utilisée en grande quantité. Les matières premières synthétiques, les muscs nitrés maintenant sont interdits. Le musc naturel est interdit. Mais à l'osmothèque, en fait, nous ne refaisons pas des parfums pour les vendre ou pour qu'ils soient portés sur la peau. Donc les problèmes d'allergie et de photosensibilisation ne nous concernent pas directement. Vous avez vu, on sent les parfums sur des mouillettes, on les approche juste de son nez, et donc ce problème de législation ne concerne pas l'osmothèque quand elle refait des parfums au plus près de la formule originale. Alors j'ai une question plus quasi conceptuelle en définitive. Pourquoi refaire des parfums ? Pourquoi vouloir conserver cette trace ? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est tout le sens de l'osmothèque, en fait. C'est d'abord recréer une histoire de la parfumerie, une histoire qui a disparu. Ça sert aux parfumeurs, bien évidemment, pour se replonger dans l'histoire de leur art. À l'osmothèque, nous considérons que l'histoire du parfum est une histoire de l'art, mais aussi c'est une histoire sensorielle. Et il est important, à la fois pour le grand public, pour les étudiants, pour les parfumeurs eux-mêmes, de sentir ces parfums et d'avoir une relation individuelle avec chaque fragrance. Et parce que vous savez que le parfum, c'est une émotion, c'est une relation, ça évoque des souvenirs pour vous, et ça va constituer une histoire en fait sensorielle du parfum. Et puis, c'est le patrimoine de la France, mais aussi le patrimoine de l'Europe. On conserve des parfums d'autres pays, bien sûr. Et puis, c'est le patrimoine olfactif de l'humanité, d'une certaine façon. Bien sûr. L'osmothèque existe depuis une trentaine d'années aujourd'hui. Comment vous envisagez le futur de cette institution ? Alors en fait, nous accentuons de plus en plus la recherche justement de ces formules. Nous essayons d'étoffer cette cave, de l'agrandir un petit peu dans tous les sens, à la fois spatialement, avec d'autres pays, des parfums d'autres pays, et aussi dans le temps, rechercher des parfums qui ont disparu. Nous travaillons avec les maisons de composition, comme je vous le disais, qui
non seulement vous refaire des parfums qu'elles ont déjà, mais vont rechercher dans leurs archives des parfums à refaire. Et nous essayons également de travailler avec des historiens qui vont rechercher des parfums du passé et nous allons travailler ensemble pour pouvoir les refaire. Nous sommes en train de constituer un comité scientifique qui va travailler avec des parfumeurs correspondants. C'est un comité scientifique qui sera composé de chercheurs universitaires, d'historiens par exemple, de chimistes. Et nous allons ensemble chercher des formules et les refaire au plus près pour étoffer cette magnifique collection. Très bien, Isabelle, merci infiniment. Je vois que la parfumerie Merci a de beaux jours à la fois devant et derrière elle, à vous entendre. Donc c'est une excellente nouvelle. Merci encore 1000 fois. Merci à vous. Christine Speich nous a rejoint dans le cœur nucléaire de l'Osmothèque, à savoir la cave. Alors Christine, vous en êtes la responsable. Oui. Merci de participer évidemment à cet événement. Avec plaisir. J'ai une question très simple à vous poser pour commencer. Pourquoi conserve-t-on les parfums dans une cave? Pourquoi appelle-t-on ça la cave en définitive? Alors oui, c'est une question qu'on nous pose souvent. En fait, la cave, parce que nous allons voir qu'il y a des analogies entre la conservation des vins et celle des parfums. Donc en fait, la cave ici, qui est le cœur de notre osmothèque, c'est aussi le cœur des activités de conservation des parfums. Donc en fait, on peut être surpris parce que en effet, c'est pas une cave avec des salles voûtées aux murs de pierre comme on a l'habitude de les voir. Là, en revanche, c'est une salle technique qui contient des frigos, comme vous voyez ici, des frigos particuliers qui sont en fait des caves à vin électriques. Et donc, en fait, la comparaison s'arrête ici parce que dans cette cave, nous n'avons pas de bouteilles, mais nous avons bien des flacons. Alors justement, quelles sont les clés de conservation de ces flacons? Vous comprenez que pour nous, c'est un enjeu majeur de pouvoir les conserver dans les meilleures conditions. Et donc, quelles sont ces conditions, comme, justement, voilà, comme vous dites. Alors, le grand principe de conservation des parfums est de les protéger de leurs 3 ennemis farouches. Et il y en a un que vous devez deviner, puisqu'on parle de frigo, c'est la chaleur, la lumière et l'air. Donc, il y a donc 3 facteurs essentiels à maintenir pour protéger les parfums de ces ennemis, donc dans des conditions correctes. C'est de les maintenir à l'abri de la chaleur. Donc, pour cela, à l'Osmothèque, nous avons ces frigos qui sont en fait des caves à vin électriques et qui permettent de maintenir la température constante à 12 degrés, parce qu'il faut éviter la chaleur, mais aussi les changements de température. Deuxième point, de maintenir les parfums à l'abri de l'air et à l'abri de la lumière, et en particulier des rayons ultraviolets. Donc pour cela, on utilise des flacons comme ceci qui sont en verre teinté, anti-UV. Et de plus, comme vous le constatez, les frigos ont des vitres teintées. Teintées également, effectivement. Alors, troisième point, l'objectif, c'est de les maintenir également à l'abri de l'oxygène qui est présent dans l'air du flacon. Et pour cela, donc, à chaque fois que l'on ouvre le flacon, on va injecter un gaz inerte. Ce gaz est plus lourd que l'air et il va venir former une couche protectrice à la surface du parfum, comme un bouchon gazeux en quelque sorte, pour empêcher l'attaque de l'oxygène, en fait. Voilà. Très bien. Alors on se rend compte à vous écouter que le protocole est particulièrement strict. Oui. Est-ce qu'en respectant justement chacune de ces règles de manière très scrupuleuse, on peut protéger les parfums, les conserver indéfiniment? Alors non, malheureusement, l'altération du parfum, tout comme le vieillissement cutané, est un processus naturel. On peut le ralentir, mais on ne peut pas le stopper. Alors c'est pourquoi, une fois en cave, on a établi une surveillance régulière de la qualité des parfums. À l'Osmothèque, notre équipe, grâce à un protocole de surveillance olfactive, évalue régulièrement les parfums, les sents. Et ce protocole nous permet de les classer en 3 catégories. La qualité jugée correcte, dans ces cas-là, le parfum peut continuer à être senti en conférence. Qualité jugée moyenne,
Alors dans ce cas, l'altération commence à se manifester et là pour nous c'est le signal d'alerte. Il faut immédiatement déclencher le renouvellement du parfum, donc soit par une repesée en interne, soit on demande aux marques ou aux maisons de composition de nous refournir le parfum. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont souvent les notes de tête du parfum, celles que l'on sent en premier, qui sont les plus fragiles et qui s'abîment, alors que le cœur et le fond restent corrects. Et enfin, troisième catégorie, le parfum est oxydé. Donc dans ces cas-là, le parfum présente une odeur désagréable et là, il faut le remplacer impérativement. D'accord, très bien. Comment, justement, là, on a bien compris que, un peu à l'image du vin, Oui. le parfum s'altérait, vieillissait. Comment se manifeste le processus de vieillissement dans le parfum ? Alors pour le parfum, le vieillissement, l'altération est essentiellement un changement olfactif. Qui peut se représenter de deux façons. Donc vous avez soit une perte de puissance, c'est-à-dire que le parfum est toujours reconnaissable, il a une odeur agréable, mais les notes sont moins marquées. Et si on peut se permettre une comparaison avec la peinture, vous voyez, c'est comme un tableau qui serait décoloré par le soleil. Et deuxième point, c'est le changement, la modification de l'odeur à cause de l'oxydation. Donc dans ces cas-là, le parfum prend une odeur désagréable et donc on peut sentir des notes vinaigrées, des notes métalliques, il peut sentir le beurre rance ou même le vieux caoutchouc, voilà. Alors en fait, en fonction des matières premières qui vont composer le parfum, le vieillissement va être différent. Et on sait par exemple que certaines familles de parfums vont être plus fragiles et vont s'abîmer plus vite que d'autres. Lesquels par exemple ? Alors c'est le cas des hespéridés. Alors ce qu'on appelle hespéridés, ce sont les oranges, citrons, bergamotes et autres agrumes qui sont plus sensibles à l'oxydation. Alors c'est par exemple toutes les eaux de Cologne et aussi les parfums chyprés. Mais à l'inverse, d'autres familles sont plus résistantes. Alors c'est le cas des parfums dits ambrés ou orientaux ou des parfums boisés également. Alors ça c'est le processus de changement olfactif. Il y a un autre processus d'altération qui est le changement de couleur. Donc là, il peut être lié ou pas d'ailleurs au changement d'odeur. Mais là encore, tout dépend de la nature des ingrédients. Alors pour vous donner un exemple, un parfum qui contiendrait du néroli peut virer au jaune. S'il contient du patchouli, il peut rougir. Et en présence de vanilline, on pourra avoir au fil du temps une coloration plus brune du parfum. Et sans nécessairement affecter ses qualités olfactives. Alors ça peut les affecter ou pas. Donc ça dépend vraiment des cas. Il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment des ingrédients du parfum. Donc voilà, il faut tester, il faut sentir. Très bien. Alors, il se trouve que énormément de gens en consomment, en ont chez eux. Tout le monde n'a évidemment pas la chance d'avoir une cave telle que la vôtre. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à tout un chacun pour essayer de conserver au mieux, avec ses moyens, les parfums que l'on a chez soi ? Alors, la règle d'or, c'est vraiment de respecter les 3 clés de conservation du parfum. Donc, pour rappel, il faut éviter la chaleur, la lumière et l'air. Alors, évidemment, l'endroit, par conséquent, l'endroit le pire où il faut éviter de placer son parfum, c'est l'exposition sur une étagère de la salle de bain. Bon, en revanche, voilà, il faut que si vous ne pouvez pas avoir des caves à vin comme à l'Osmothèque, vous pouvez placer vos parfums dans une pièce fraîche comme une chambre ou au bas de votre réfrigérateur. Alors aussi, bien veiller à toujours conserver l'emballage cartonné d'origine et également préférer les flacons à spray plutôt que les flacons vissés pour éviter tout contact avec l'air. Et surtout, pensez à bien refermer les flacons après usage. C'est tout simple. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Peut-être une conclusion ? Bien évidemment. Alors, en conclusion, vous l'avez compris, les parfums ont une durée de vie limitée, mais à l'Osmothèque, la conservation de notre collection unique au monde nous permet de leur faire traverser les siècles. Et ce qui est déjà une sacrée prouesse et qui est encore une fois unique au monde, je le rappelle. Merci. Merci beaucoup. Merci.